Salut, bienvenue à Génération Startup, mon podcast sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, comme tous les épisodes, il est présenté par Milky & Co. Milky & Co, c'est quoi? C'est ma compagnie de produits pour le corps. C'est naturel, fait à la main ici au Québec. C'est vegan, tout le kit. Puis en plus, on vous donne le code rabais podcast pour avoir 15% off au www.milkyandco.com. Puis aujourd'hui, sur le podcast, on a Nicolas comme invité qui fait de la location à court terme des Airbnb, dans le fond, à Tulum. Ils ont 9 propriétés, puis on va en avoir une bientôt à Charlevoix. Fait que c'est super intéressant. Ils nous expliquent comment ils font pour gérer ça, comment ils ont des investisseurs pour minimiser les risques puis être le plus profitable possible, dans le fond, pour eux. Fait que c'est vraiment cool. C'est de l'immobilier à court terme, de la location à court terme. Puis c'est la première fois sur le podcast qu'on a comme plus un service qu'un e-commerce ou un produit. Fait que j'espère que vous allez trouver ça aussi intéressant que moi. Sur ce, bonne écoute! Bon ben bonjour, bienvenue au podcast. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est qui Nicolas et c'est quoi Loco Luxury? Nicolas, c'est un gars de 30 ans de Montréal qui a parti plusieurs projets, compagnies, tout ça, puis qui est aujourd'hui cofondateur de Loco Luxury, une compagnie de gestion de propriétés de vacances au Mexique et ailleurs dans le monde, éventuellement. Good. Puis c'est quoi Loco Luxury? C'est ça. Ah ouais. Je vais aller brièvement. Mais, en gros, on gère 9 propriétés luxueuses à Tulum en ce moment. Autant des listings Airbnb jusqu'à la maintenance là-bas, le nettoyage des propriétés. Elle offre aussi de services de concierge là-bas pour genre tout ce qui est chef privé, transport de l'aéroport, réservation dans les restaurants. Tout ce que tu peux penser que tu aurais besoin en vacances, en gros, on peut le faire pour toi là-bas, puis c'est ça qu'on essaie de pousser à nos clients. Cool. Je sais que vous êtes deux dans la compagnie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment vous êtes rencontrés? C'est quoi vos tâches respectives? Comment ça fonctionne? Ouais. En fait, mon partenaire, c'est Alex Villera, qui est en ce moment à Tulum. Okay. C'est lui qui roule les opérations pour nous là-bas. Donc, c'est lui qui a engagé le staff, c'est lui qui s'assure que tout roule convenablement. Puis, dans le fond, Alex et moi, on s'est rencontrés. En fait, on a joué au foot contre toute notre vie, pratiquement, toutes nos études, disons. Puis, éventuellement, on est arrivés à l'Université de Montréal ensemble. On a joué ou on a fait une saison ensemble. Puis, finalement, lui a arrêté dû à des blessures au genou. Puis, à la fin de ses études, il est allé travailler au Club Med pendant 6 ans. Donc, niveau hospitalité, puis tout ça, clients, voyages, etc. C'était ça qui m'intéressait beaucoup dans son background. Moi, j'avais acheté à Tulum l'année dernière, justement, au mois de juin. Puis là, j'avais comme buzz. En fait, je pensais gérer ça à distance, paisiblement, puis tout ça. Puis finalement, quand je suis venu pour trouver un gestionnaire de propriété là-bas, ça a été vraiment difficile de faire comme confiance à quelqu'un dans un autre pays que je parle à moitié espagnol. Puis là, on a eu justement un besoin urgent que quelqu'un aille là-bas. Puis Alex, on s'était déjà parlé avant, on savait déjà qu'on voulait peut-être partir ce projet-là. Mais Alex a comme sauté dans le bateau, il est allé là-bas, il a passé 5 mois là-bas, il a vraiment comme développé toutes nos connexions, tout notre staff, tout le kit. Il a vraiment plongé dans le projet. Donc c'est un peu comme ça qu'on a commencé. Mais Alex revenait du Club Med, pandémie égale les gens voyagent moins, égale le Club Med était fermé. Puis finalement, il cherchait d'autres défis. Puis moi, j'arrivais avec un paquet de défis pour lui. Fait que c'est un peu comme ça que c'est arrivé. Parfait. Puis pourquoi tu as choisi que ta première acquisition était là-bas puis pas au Québec? Pourquoi tu as choisi Tulum? En fait, quand c'est arrivé, en fait, j'étais allé à Tulum en avril dernier. Ouais. Puis ce qui s'est passé, je venais de me séparer de mon ex. Puis, on était en pandémie en 2021, en hiver, il faisait froid, j'étais pogné chez nous. Puis là, je me suis juste dit, pourquoi... Je faisais déjà de l'immobilier au Québec, mais dans le long terme, fait des blocs appartements et tout ça. Puis je me suis dit, pourquoi pas le faire d'une façon plus fun, ailleurs? Puis, tu sais, pourquoi je serais pas capable de faire ça? Fait que finalement, je me suis dit, je vais aller là-bas. Puis si jamais je trouve quelque chose d'intéressant, je vais l'acheter. Puis sinon, au pire, j'aurais fait un voyage au chaud pendant 60 jours. Genre. Fait que finalement, j'ai fait ça. Mais Tulum, c'était, vous l'avez peut-être vu, la place en pandémie qui était genre ouverte. Puis que c'était encore le party là-bas. Fait que mettons, ce que j'avais en tête, c'est que je me disais,
premièrement, c'est la seule place qui est ouverte, puis ça résiste à une pandémie mondiale. Donc, ça doit être quand même un marché qui est solide. Un, puis deux, vu que tout le monde va avoir vu cette place-là pendant la pandémie, après la pandémie, les gens vont vouloir y aller. Puis c'est exactement ça qui s'est passé, en fait. Fait que, ouais. Puis là, tu me dis que tu en as combien maintenant de neuf? En fait, j'en ai une. Il y a comme 2 volets à la business. OK. Donc, OK. on gère les propriétés de 9 propriétaires de propriétés là-bas. OK. Il y en a une là-dedans qui est à moi. Mhm. Puis c'est ça. Dans le futur, on va aussi offrir des genres de services de consultation ou genre des offres d'investissement. Fait qu'en gros, il y a beaucoup d'investisseurs immobiliers en général qui veulent faire du court terme, qui veulent faire des propriétés de vacances. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup d'investissement en temps. Puis c'est dur de trouver quelqu'un qui va bien le faire. Fait que moi, si j'arrive avec une opportunité d'investissement pour un investisseur, puis je lui dis, ben regarde, voici les chiffres de la place, puis le gestionnaire de la place, c'est moi. C'est moi qui va m'assurer que ça va fonctionner, ce projet-là. OK. Au lieu de faire confiance à un tierce partie, genre. Fait que c'est là qu'en fait, on a le volet gestion, puis le volet investissement qui va rentrer. Puis en fait, ça se travaille tout ensemble. Là. Quand on achète une nouvelle propriété, on a un nouveau client en même temps. Donc là, on vient d'acheter un chalet à Charlevoix qui a une vue incroyable. Puis, ben c'est ça, ça nous rajoute un client de gestion en même temps. Puis Charlevoix, c'est la 2e ville qu'on veut ouvrir après Toulouse. OK. Puis pourquoi tu as choisi du court terme au lieu du long terme? En fait, j'ai fait le long terme aussi. Ouais. Puis, c'est... Tu sais, quand tu joues dans le long terme, premièrement, c'est hyper profitable. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'argent avec ça. Puis ça a vraiment bien été. Fait que ça, c'est cool. Mais à un moment donné, j'ai besoin d'avoir du fun aussi dans ce que je faisais. Mm-hmm. Puis c'est tellement tricky de dealer avec la place où les gens vivent. C'est comme des irritants que les locataires peuvent avoir comme à tous les jours dans leur vie quotidienne. C'est pas genre, ben au pire, si ça marche pas, mais j'étais en vacances, c'est pas si grave, je vais être là pendant 3 jours, 4 jours. C'est comme les gens qu'on héberge aujourd'hui, c'est des gens qui ont un gros sourire d'en face quand ils arrivent, puis sont contents, puis s'en viennent avoir du fun. Puis nous, on leur donne du fun, puis on a du fun à leur donner du fun. Mm-hmm. Fait que c'était comme un peu ça la mentalité. L'autre chose, c'est aussi que le court terme, ça fait beaucoup plus de revenus que dans le long terme. Okay. Les banques aiment moins ça, puis les banques le financent moins, mais ça fait beaucoup plus de cash flow en général. Puis surtout dans un moment en ce moment où les taux d'intérêt montent, il y a des gens dans le long terme en ce moment qui vont avoir de la misère à arriver s'il y avait des taux variables. Alors que dans les propriétés de vacances, tu fais comme 2 à 3 fois plus de revenus normalement. Donc, tu claires ton paiement hypothécaire beaucoup plus facile. Puis quelqu'un qui voudrait faire comme toi, puis investir, mettons, à l'étranger, est-ce que tu avais eu comme du financement de la banque là-bas? Comment ça fait placer son argent pas au Canada? C'est compliqué. OK. Et c'est encore relativement nouveau. Ça fait 1 an à peu près que ça s'est passé. Donc c'est encore nouveau, mais en gros, pour emprunter au Mexique, il fallait presque être mexicain ou il fallait avoir une compagnie mexicaine qui avait des états financiers depuis 1 an. Fait qu'il y avait comme 1 an de track record. Alors, c'est pas financé. Tout ce qui est là-bas, tous mes clients aussi, c'est des gens qui ont acheté cash. OK. Sauf un récemment, en fait, qui a réussi à... En fait, lui, il a hypothéqué un actif ici pour acheter là-bas. Donc, ça revient presque à juste prendre un prêt personnel ici. Donc, c'est pas vraiment financé sur l'actif là-bas. Puis, on a trouvé récemment des compagnies qui font ça, qui sont pas des banques qu'on connaît, là. C'est des plus petites compagnies qui font du financement de ce genre-là. Mais ça prend quand même comme un méga salaire ici ou des actifs ici sur lesquels eux vont pouvoir se baser. Fait à la fin, je te dirais qu'à l'étranger comme ça, la maison coûte aussi beaucoup moins cher. C'est le prix d'un cash down ici, en gros. Fait que si tu es capable de te payer quelque chose ici, tu vas être capable de te payer quelque chose là-bas. Mais c'est ça. Fait que je dirais que c'est plus compliqué, puis on va regarder ça dans le futur. Puis si nous, on a des états financiers solides avec la compagnie qu'on opère, éventuellement, les banques vont dire, bon, mais là, si c'est pas nous autres qui va leur prêter, quelqu'un d'autre va le faire. Fait que c'est ça. Good. Puis tu as l'air d'avoir quand même une équipe. Est-ce que tu as des employés? C'est qui dans la compagnie? C'est juste vous deux? Vous êtes plus? Comment ça fonctionne? Donc, jusqu'à tout récemment, on était 2, disons, partners dans la compagnie. On est encore 2 partners, mais là, on vient de rentrer une 3e personne qui a un background aussi dans l'hôtellerie, qui va venir vraiment gérer les opérations. Mais disons que Alex et moi, on le faisait parce qu'il fallait que quelqu'un le fasse.
mais pas parce que c'était dans nos skills naturels, disons. Cette personne-là est hyper, hyper structurée. Elle a un background d'hôtellerie puis de gestion dans l'hôtellerie pour, comme, je pense, entre 10 et 15 ans d'expérience. Mhm. Donc, c'est quelqu'un qu'on ne pourrait pas payer, honnêtement. Donc, en ce moment, on aimerait bien ça qu'elle rentre dans la compagnie. Puis, d'ici 1 an, ça devrait être le cas. Fait que pendant la prochaine année, elle va travailler avec nous pour éventuellement rentrer dans l'actionnariat aussi, là. Puis est-ce que là-bas, je sais que vous deux vous en occupez, mais est-ce qu'il y a comme un concierge sur place quand vous êtes pas là? C'est quoi votre staff? Est-ce qu'il y a une femme homme ou femme de ménage? Mais c'est quoi l'équipe là-bas? En fait, pour revenir un peu sur ta question de tantôt, Ouais. le staff, fait que je te parlais dans l'équipe, Dans l'équipe, disons, ouais. qui est plus management. C'est nous 3 Ouais. pour l'instant. Puis là-bas, on a 3 ou 4 femmes et hommes de ménage. On a un homme de ménage qui était notre gars de maintenance, puis finalement, il a décidé de se recycler en homme de ménage. On a un autre homme de ménage. On a un concierge et comme un aide-concierge. Mhm. Puis un gars qui nettoie les piscines. Fait en gros, c'est quand même une équipe de comme 7 personnes à peu près. Mhm. Puis c'est tous des Mexicains. Puis c'est ça. En fait, la majorité d'eux ne parlent pas en anglais. Ils parlent juste en espagnol. Fait que nous, Alex, en fait, mon partner, parle parfaitement ou presque parfaitement espagnol. OK. Puis ouais, c'est ça. Fait que quand tu arrives là-bas, tu vas te faire recevoir par notre concierge, qui lui parle parfaitement anglophone. Anglophone. Il parle parfaitement en anglais. Ouais. Puis, il va te recevoir là-bas. Si il n'a pas déjà tout booké tes activités avec toi, rendu là-bas, c'est encore plus facile de le faire, disons. Mhm. Fait que là, il va vous rencontrer, il va vous proposer des activités, il va comprendre aussi votre vibe, puis peut-être vous proposer d'autres choses. Donc, c'est à peu près la seule personne que tu devrais rencontrer si tu vas là-bas. À part s'il y a un problème majeur, peut-être que là, mon partner Alex va venir te voir. Puis comment tu as trouvé ça, engager des gens à l'étranger, puis parfois devoir gérer ça de plus loin? Comment tu gères ça? C'est un gros challenge. Ouais. C'est un gros challenge, surtout que les conditions d'emploi là-bas, c'est vraiment pas la même chose. Puis les gens à Tulum, je sais pas si c'est partout pareil là, au Mexique, mais les gens à Tulum sont habitués de travailler comme 4-5 mois quelque part puis d'aller ailleurs après. Fait OK. le roulement qu'on a eu à date est énorme. Puis quand on est capable de garder quelqu'un pendant 4 mois, on est comme yes, on l'a fait. Fait que on essaie de leur donner des incitatifs à rester avec nous, de leur trouver des petites, d'avoir des salaires intéressants, mais c'est aussi dans comment on leur parle, quel genre de petits avantages est-ce qu'on peut leur laisser, mettons, une villa pour eux puis leurs amis, genre une soirée qui c'est pas loué. Ben, ça nous coûte rien, puis ça leur fait tellement plaisir. Fait que c'est le genre de petites affaires qu'on essaie de faire avec eux, mais c'est un challenge énorme, puis on n'est pas encore au bout de comprendre vraiment la bonne recette, mettons, pour ça, mais on s'améliore à tous les jours. Good. Puis tu m'as dit que le premier, tu l'as acheté, mais est-ce que les autres, vous avez construit des maisons, vous avez juste... les autres personnes, est-ce que c'est juste des achats ou est-ce que c'est des constructions? En fait, moi, je l'ai acheté en construction. OK. Puis la majorité des autres... En fait, c'était tout comme un peu le même développement. Là, on a 6 de nos unités qui sont dans le même développement. OK. Fait qu'ils ont été achetés comme soit en construction ou sur plan avant d'être construits. Puis je pense qu'on a un autre de nos clients qui s'appelle... dans le fond, les maisons ont des noms aussi. OK. On a Loco Mango, qui est comme une villa circulaire, qui est complètement écœurante. Il n'y en a pas 3, comme? En fait, on a 6 demi-cercles comme ça, ou 3 cercles entiers. OK. Puis on a Loco Manzana, qui est une autre propriété super belle, qui est plus carrée avec 2 grosses piscines. C'est vraiment écœurant. Il dort à peu près 10 personnes là-bas. Mais celle-là, elle a été achetée déjà construite. OK. Fait que ça dépend vraiment. Au bout, ça coûtait à peu près la même chose. Normalement, quand tu achètes sur plan, tu as un petit rabais, mais ta propriété va être prête dans comme 1 an. Fait que ça dépend vraiment des options. Puis là, vu qu'on est plus établi là-bas puis qu'on connaît des développeurs, bien, on risque de développer des projets avec eux. Genre en parlant du design avant qu'ils commencent à construire au lieu de genre prendre ce qui est déjà fait, disons. Puis est-ce que vos maisons sont allouées seulement sur Airbnb ou c'est d'autres plateformes? Non, en fait, pour tous les gens qui écoutent en ce moment, faites juste nous écrire sur Instagram à Loco Luxury ou sinon on est sur Vrbo, VRBO, je ne sais pas comment l'appeler, mais Vrbo puis Airbnb. Puis sinon, mettons, au Québec, on va probablement être sur les autres sites de chalets à louer. Là, il y en a une tonne. OK. Fait que
Puis quelqu'un qui voudrait, mettons, commencer une compagnie comme vous, c'est quoi les étapes de mettre une maison sur Airbnb? Ça dépend où ce que t'es. OK. Au Mexique, c'est un peu free-for-all. Fait Mhm. que tu t'achètes quelque chose, tu peux le lister là-bas. Après ça, tu vas avoir des impôts et des taxes à payer. Fait qu'il y a quand même ça à regarder. Mais au Québec, comme plusieurs le savent, c'est quand même compliqué. Il faut que tu aies des permis de la ville. Il faut que la ville t'autorise. Après ça, il faut que la... Je sais pas c'est quoi le nom de l'entité exactement. Là. C'est la CITQ. C'est comme l'hôtel, le tourisme... l'Institut de tourisme Ouais. au Québec, whatever. Eux autres, ils te donnent un autre permis pour que ça soit accepté. Puis après ça, il faut que tu déclares tous tes revenus. Fait que tu vas payer... En fait, tes clients vont payer la taxe de vente de 14,975 %. Puis après ça, tu vas payer des profits comme... Si c'est personnel, si la maison est juste à toi, tu vas payer tes impôts. C'est comme du revenu normal. Mhm. Puis si c'est dans une compagnie, tu vas payer des impôts de compagnie. Good. Ouais. Puis je sais que quand tu es comme sur Airbnb, une plateforme comme ça, tu dépends quand même de l'algorithme. Comme, est-ce que Ouais. vous avez comme des stratégies pour être plus comme dans les recherches en haut? Est-ce que tu nous expliques un peu ça? Je sais que les reviews aussi, c'est important. Exact. Fait que review, c'est super important Ouais. d'avoir le superhost. Fait que d'avoir genre... Il y a comme des critères, là, mais il faut que 90% des gens te donnent 5 étoiles. Puis OK. il faut que ça soit propre. Faut que tu n'as pas le droit de canceller un nombre de bookings. Là. Disons qu'il arrive quelque chose d'incontrôlable, Mhm. mais tu n'as quand même pas le droit de t'en canceller trop. Là. Fait OK. qu'il y a comme... Ou tu peux t'entendre avec les clients, mettons, au lieu de canceller. Mais ça, c'est clairement un autre facteur. Puis sinon, c'est juste de jouer avec ton listing ou ton listing, je sais pas comment dire ça en français. Moi non plus. Avec ton annonce, Ouais. disons, Airbnb. Fait que tu fais juste bouger des photos, t'en rajoutes, tu changes le contraste ou tu changes tes descriptions, tu changes les prix, tu changes les conditions de réservation. Mhm. Juste le fait de jouer avec ton annonce, Ouais. ça fait qu'elle repop en haut avec l'algorithme d'Airbnb. OK. Fait que- Puis après ça, c'est d'avoir la meilleure photo. La première photo, c'est la plus importante. Fait qu'à chaque fois, en tout cas, la majorité des gens ont déjà voyagé avec Airbnb. Puis ce que tu vois au départ, c'est la localisation, puis la première photo. Fait que la localisation, c'est quelque chose que tu dois décider avant d'acheter la place. Tu peux pas changer après. Mais la première photo, il y a toujours moyen d'arranger ça pour que ça soit encore plus intéressant pour les gens. Puis c'est vraiment ça qu'ils vont faire, qui va faire qu'ils vont booker. Puis est-ce que parfois ça stresse un peu de dépendre de des plateformes comme pour ta business ou tu penses qu'il y a toujours un autre moyen que ça fonctionne? En fait, en ce moment, ça me stresse pas trop, Mhm. mais ultimement, on veut grossir la notoriété de la compagnie pour avoir des bookings en direct parce que Airbnb prend à peu près comme 18% Ouais. de frais, ce qui est énorme. Puis à la fin, c'est comme... C'est les clients et nous qui vont payer ce montant-là. Mais on pourrait... On arriverait à la fin, on serait beaucoup plus content de sauver ce 18 %-là pour nos clients. Ouais. Puis qu'à la fin, tout le monde en fait juste plus. Puis c'est sûr que ça prend des assurances, ça prend aussi la notoriété parce que la plus grosse chose qu'Airbnb fait... en fait, il y a deux affaires. Mhm. Un, il donne la sécurité aux clients et à l'autre que s'il y a un problème, les assurances vont être bonnes, puis ils vont supporter, puis tout ça. Puis aussi, ils ont une notoriété, ils ont un gros volume de personnes qui voyagent. Fait que pour un autre comme nous qui commence, c'est sûr que c'est hyper intéressant parce que sinon, je sais pas où est-ce qu'on irait chercher nos bookings. Là. Ça serait sur des groupes Facebook puis des annonces en ligne, mais c'est quand même la plateforme la plus utilisée pour voyager dans des maisons privées, disons, en ce moment. Donc, éventuellement, le brand sera rendu quelque part où on espère avoir un genre de volume de booking plus élevé en direct que sur des plateformes. Mhm. Mais pour l'instant, on essaie de perfectionner notre art sur Airbnb puis notre art de gestion de propriété aussi. Là. Fait que après ça sera autre chose. Good. Puis j'ai vu que vous êtes vraiment présent sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu votre technique marketing? Est-ce que tu vois que ça vous aide ou pas vraiment? Comment ça fonctionne? Ça nous aide clairement. Ouais. On a fait venir plusieurs influenceurs du Québec, en fait, vu qu'on est d'ici, Mhm. au Villa. Puis ils en ont parlé. Eux ont adoré leur expérience. Puis après ça, c'est bouche à oreille. Puis c'est comme un tas d'influenceurs qui nous ont écrit parce que, évidemment, on fait des échanges avec ces gens-là en leur offrant soit un rabais ou une gratuité pour qu'ils viennent rester chez nous en échange de contenu. Donc, ça a juste fait exploser les demandes à ce niveau-là. Puis là, on doit vraiment les sélectionner puis
Puis aussi, c'est qu'on est les gestionnaires, on n'est pas les propriétaires, fait qu'on n'a pas toute la flexibilité qu'on veut. Il faut que ça soit un win-win pour tout le monde. Puis des fois, tu sais, mettons au Québec, on a fait venir comme des influenceurs qui avaient au total, je pense, 2 millions, 3 millions d'abonnés ensemble. Ouais. Donc, si tu en fais venir d'autres du Québec, c'est un peu toute la même gang de followers qui vont regarder ça. Fait que c'est bien choisir nos batailles. Mais en gros, on passe des photos genre de nos propriétés, des photos des influenceurs qui sont là-bas, des activités que tu peux faire là-bas. On essaie de faire rêver les gens un peu, là, parce que en fait, c'est vraiment un rêve. Mm-hmm. Ça peut vraiment être un rêve, Tulum, si tu le vis avec nous, puis si on te fait vivre les meilleures expériences là-bas que nous, on a trouvé, puis qu'on n'aurait pas trouvé si on était juste là-bas, tu sais, comme une semaine, comme la majorité des gens le font. Puis c'est sûr que ça t'a amené une grosse notoriété, les influenceurs, mais est-ce que tu as vu comme un lien direct avec les bookings ou pas encore? Un petit peu, ouais. On le voit, mais tu sais, les voyages, ça se prévoit quand même d'avance. Donc, nous, on a commencé à faire ça en mars. On l'a déjà senti, il y a plusieurs Québécois qui sont venus, puis c'est clairement ça. Puis en fait, on s'en est fait parler aussi beaucoup directement, juste comme « Hey, on a vu ta villa genre dans Our City aussi, on l'a vu. » OK, cool. Ouais, ben en fait, les influenceurs de l'île de l'Amour qui sont venus nous ont fait paraître dans Our City à cause que c'était comme les influenceurs de l'île de l'Amour. Ben en fait, les ex-candidats de l'île de l'Amour sont dans une villa dont les propriétaires sont des Québécois. Puis bon, ça faisait une belle histoire. Donc, c'est un peu ça. Puis on veut continuer de le faire tout en respectant nos clients là-dedans aussi. Donc, ça va être plus des rabais, mettons, que des gratuités pour que nos clients fassent quand même de l'argent, mais que notre compagnie gagne en notoriété, puis qu'on puisse avoir des bookings en direct éventuellement. Fait qu'il y a ça. Puis sinon, c'est ça, on regarde pour le faire aussi avec des gens ailleurs qu'au Québec, parce que ça reste qu'au Québec, en général, le budget qu'on a pour voyager est peut-être moins que quelqu'un qui habite aux States ou en Europe. Donc, après ça, les prochaines étapes où on va se rendre bientôt, là, c'est plus par manque de temps. Mais ça va être d'éviter des gens vraiment, peut-être des influenceurs de voyage, plus que des influenceurs de lifestyle, tout ça, là, au villa, puis de faire rêver leur clientèle aussi. Là. Nice. Moi, je me demandais, les gens, ils viennent de où? Genre, tes clients, principalement, de quel pays ils viennent? C'est beaucoup des Canadiens et des Américains, à cause que c'est facile d'accès. C'est un vol direct, tout ça. Puis sinon, tu as des Européens qui viennent là-bas. C'est pas mal. Ça doit représenter, mettons, 90% des gens qui viennent à Tulum en soir. Puis est-ce que vous payez pour des pubs, genre, ou est-ce que vous pouvez payer sur Airbnb pour être dans les résultats en premier, ou c'est vraiment juste organique? C'est vraiment organique sur Airbnb. Je pense que c'est voulu de leur part de garder ça comme équitable ou... je sais pas. Fair, mais éventuellement, justement, quand on aura probablement un autre de nos partners qui s'en vient, qui risque d'être plus côté marketing, lui pourra nous créer des campagnes de marketing en ligne sur Google AdWords ou sur Instagram ou sur TikTok ou sur toutes ces plateformes-là pour qu'on puisse justement avoir du volume sur notre site web à nous autres, puis tout ça en direct. Super. Puis moi, je me demandais, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ton parcours comme avant cette compagnie-là qui t'a amené à faire de l'immobilier? Ouais. Fait qu'en fait, il y a maintenant presque 8 ans, Anthony Vandram et moi, on a fondé Poche et Fils ensemble, qui est une compagnie de T-shirts à poche, qui était au départ un petit projet, puis finalement qui a pris quand même beaucoup d'ampleur. Donc, on a fait ça activement les deux pendant comme 5-6 ans. Ouais. Là, éventuellement, la pandémie a frappé, puis, mettons, budget-wise, on devait aussi couper du staff avant même que la pandémie commence. Fait qu'en gros, moi, je suis sorti, je pense, justement en décembre 2019. La pandémie a frappé en mars 2020. Donc, c'était comme un bon timing qu'on avait fait des coupures, mais en même temps, on ne savait même pas à ce point-là, en mars, si la business allait survivre. Fait en gros, j'ai commencé en immobilier en janvier 2020. Ouais. J'ai fait mon premier deal peut-être en juin. En fait, on avait fait notre... Comment ça fonctionne en immobilier, c'est que tu fais une offre d'achat, puis ça prend des mois, des fois, avant que la transaction se concrétise. Mais j'ai fait ma première offre d'achat, genre le 17 mars 2020. La pandémie avait frappé le 15. Là, tout le monde était rentré chez eux. Tout le monde capotait. Moi, c'était mon premier deal en immobilier. Puis j'étais comme, non, ce deal-là, il est trop bon. Genre, je m'en fous qu'est-ce qui va se passer, mais comme, faut qu'on le fasse. Fait que, en gros, c'est ça. Puis, tu sais, j'avais pas non plus l'argent pour faire
sais, j'aurais peut-être fait un deal en immobilier, puis après ça, on se tourne les pouces, on essaie que celle-là marche, puis on se tourne les pouces. C'est pas vrai, là. Il y a quand même du travail à faire beaucoup sur les propriétés que tu achètes, mais comme je me serais limité à un projet. Alors, j'étais allé chercher des investisseurs plus passifs qui vont, eux, fournir l'argent, faire leur genre d'analyse pour voir si ce projet-là peut être intéressant, mais c'est tout moi qui mets la main à la pâte, moi ou certains autres partenaires que j'avais dans le passé. Fait que j'ai fait ça pendant comme 2 ans, disons. J'ai acheté mon dernier bloc, en fait, d'immobilier long terme, là, fait que de bloc appartement en décembre 2021. Ouais. Puis je viens de le vendre il y a 2 semaines. Fait qu'il m'en reste encore 3. J'essaie de les vendre aussi pour transférer cet argent-là, en fait, dans le court terme. Puis maintenant aussi qu'on a fait des profits, ça va me permettre d'investir dans mes propres projets plus souvent. Mais c'est ça, en ce moment, avec les taux d'intérêt qui montent, puis tout ça, le marché a complètement changé. Fait que ça l'a ralenti. Ça l'a quand même vraiment bien tourné pour moi, mais c'est ça. C'est un peu mon parcours en immobilier. Puis en ce moment, comment je vois le futur, puis avec le fun que j'ai à faire ce que je fais, je pense que ça va juste être de l'immobilier de vacances pour le restant de ma vie. Good. Ouais. Puis est-ce que tu es à l'aise de nous dire, tu as investi combien dans la première acquisition qui était à Tulum, puis combien ça t'a coûté, combien vous avez investi, puis après, ben, si tu es à l'aise, ça te prend combien de temps comme le rembourser ou être profitable? En fait, on a acheté la propriété à 305 000 US là-bas. Puis là, tu étais tout seul ou tu étais avec ton partner? C'est ça. Dans le fond, on était 3 partners. Okay. Moi, j'étais l'actionnaire opérant là-dedans. Moi, j'ai pas mis $0. En fait, j'ai payé mon voyage au départ là, pour aller là-bas, puis j'ai eu bien du fun. Fait que c'était pas vraiment... je peux pas vraiment rentrer ça là-dedans. Mais en gros, c'est mes 2 partenaires investisseurs qui ont payé ce 305 000-là US cash au départ. Fait que c'était comme progressif. Là. Au début, quand tu signes le contrat, tu as genre un montant à déposer maintenant. Puis plus que les travaux avancent, plus que tu en as à renvoyer. Mais aujourd'hui, je pense que la propriété va peut-être faire à peu près 80 000 de profit après impôt là-bas. Donc, on devrait rembourser ça en comme 4-5 ans. C'est vraiment différent de l'immobilier, mettons, long terme. Puis c'est aussi, vu que c'est pas finançable, que c'est plus ce genre de truc-là. Mettons, je vais être conservateur puis dire comme 5-6 ans. Mais quand même, c'est pas la même game qu'ici quand on est dans du 25 ans là, pour du long terme. Fait que, ouais. Puis pour les autres propriétés, mettons, qui sont pas à toi, que c'est plus toi qui gères, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est comme ils te versent un salaire? Comment ça fonctionne pour que toi, tu bénéficies de la situation? On a un frais de gestion sur les bookings qui sont réservés. Fait que, disons, si quelqu'un vient puis il reste, mettons, une couple de nuit, ça lui coûte 1 000 pour faire un exemple bien simple. Nous, on charge 15 % de frais de gestion là-dessus. Fait qu'on va faire 150 $ sur ce deal-là. Puis aussi, ce qu'on fait, c'est sur tous les services de conciergerie qu'on offre là-bas, il y a une commission qui est prise, qui est souvent payée par le fournisseur. Fait que, disons qu'on envoie nos clients dans un restaurant, bien, eux vont nous donner une commission pour la référence. OK. Donc, on fait de l'argent sur les bookings, on fait de l'argent sur les travaux qu'il y a à faire. Disons qu'il y a un plombier qui doit venir, bien, nous, on se prend quand même un frais de gestion pour gérer le plombier, qui est aussi comme 15 % du travail. Fait que si ça coûte 100 $, bien, on va charger 15 $ de frais de gestion. Puis c'est pas mal ça. Puis sinon, l'autre volet dans la compagnie qui va nous donner de l'argent, c'est quand on est propriétaire du bloc. Ou de l'immeuble, puis qu'on va faire aussi de l'argent en tant que propriétaire. Puis comment vous décidez les prix du Airbnb, dans le fond, de la location par nuit? Est-ce que c'est vous ou c'est l'app? Comment ça fonctionne? Tu peux laisser Airbnb choisir ton prix, mais c'est toujours trop bas. Okay. Dans le fond, eux veulent des bookings à tout prix, puis ils veulent que ça soit occupé, puis tout le kit. Mais pour optimiser ta rentabilité, c'est de faire des analyses d'avance pour le genre de prix moyen que tu devrais avoir par année. C'est de vraiment jouer avec les prix aussi pendant l'année selon ton taux d'occupation. Fait que, disons, on va regarder jusqu'à 1 an d'avance. Là, fait que mettons dans les 8 à 12 prochains mois, c'est quoi notre taux de booking? Est-ce que c'est intéressant ou on est un peu en retard sur nos objectifs? Si on est en retard, on va baisser un petit peu les prix ou on va baisser les minimums de nuit que les gens peuvent rester pour être là. On peut augmenter les rabais s'ils restent plus longtemps. Tout ce genre de trucs-là. Donc,
continuellement de jouer avec ça. Puis quand tu es rendu à comme un mois d'avance, ben là, tu veux juste qu'il y ait quelqu'un chez vous. Là. Donc là, les prix diminuent beaucoup. Puis je te dirais, quand, mettons, le pic de l'année, puis le plus haut moment de l'année, le plus bas moment de l'année, ça peut être comme 3 fois le prix. Là. 3 à 4 fois le prix, peut-être. Fait que, ouais, c'est de jouer constamment avec. Puis il y a aussi des applications que tu peux, ou des genres de... Ouais, des applications qui viennent optimiser le prix pour toi selon la saison, selon le taux d'occupation des autres maisons dans la région, puis tout ça. Je sais que tu m'as dit que tu avais choisi Tulum parce que c'était encore ouvert avec le COVID, mais est-ce que ça vous a impacté une fois ou même pas, ça vous a jamais impacté le COVID? Ça nous a jamais impacté. On a eu des gens, mettons, qui ont cancellé. Je pense qu'on a eu comme 2 ou 3 groupes, disons, qui ont cancellé leur voyage à cause que dans leur pays, il y avait eu des restrictions sanitaires qui avaient changé. Ouais. Mais en vrai, ça n'a pas changé grand-chose. Les gens qui voyageaient pendant la pandémie, si on peut dire que la pandémie a fini, mettons, récemment, étaient comme conscients de ça. Puis c'est des gens qui avaient vraiment soif de voyage aussi, qui n'avaient pas voyagé pendant peut-être l'année d'avant. Donc, c'est comme, on va voyager, pas à tout prix, mais comme... Puis, tu sais, c'était aussi... Toutes les règles changeaient à toutes les 2 semaines. Donc, c'était comme, je peux-tu voyager si j'ai un vaccin, si j'en ai 2, si j'en ai 3, je sais pas trop. Puis, combien de temps je peux rester. Puis, tu sais, mettons, moi, quand j'étais allé à Tulum l'année passée, je suis revenu en marchant les douanes. Là. Comme, j'étais à la colle, là, puis j'ai marché avec ma valise en arrière d'un camion. Là, fait que, juste parce que sinon, il fallait que je reste dans un hôtel pendant je sais pas combien de temps, puis c'était comme un prix pas rapport. Là. Donc, il faut que tu veuilles voyager, mettons, pour voyager dans des contextes comme ça, mais à date, les gens qui bookaient étaient pas mal conscients de ça. Puis c'est juste quand on fait, mettons, des... tu sais, parce que quand c'est sur Airbnb, il y a des assurances qui viennent te protéger toi ou le voyageur. Puis le contrat, c'est que c'est entendu, mettons, entre le locateur puis le locataire avant qu'il réserve, c'est quoi la politique de cancellation. Puis c'est un peu de faire la même chose quand on a des réservations en direct. Fait quand on a des amis à nous qui veulent y aller, bien, on s'entend tout de suite sur comme, ben c'est pas cancellable ou c'est ça les termes de cancellation. Puis si jamais il y a un genre de lockdown sanitaire, ben là, on vous rembourse ou on vous crédite ça, mettons, dans le futur. OK. Puis je sais que, tu sais, le Mexique, c'est quand même haut en criminalité, puis la politique, c'est pas toujours comme super facile. Est-ce que toi, en tant qu'investisseur ou tes investisseurs, vous l'avez ressenti ou ça vous impacte pas du tout? En tant qu'investisseur, la façon que je le ressens le plus, c'est dans les nouvelles. OK. Quand tu es là-bas, ça peut arriver que tu vois des choses, mais des fois, je regarde les nouvelles ici qui restent juste dans les manchettes pendant comme 3-4 jours, qu'il y a eu des gens qui se sont tirés à Montréal-Nord, puis tout ça. Puis à la fin, ça risque d'être similaire. Là. C'est vraiment pas si pire, mais ça fait les manchettes parce que, ben, ça vend bien, je pense, dans les médias. Ouais. Puis ici, là, il y avait une influenceuse l'autre fois qui s'est faite... Je pense qu'elle est morte, et puis c'est hyper triste, mais je veux dire, vu que c'était une influenceuse, ça l'a fait toutes les manchettes partout, puis ça vient comme aggraver la réputation, disons, du Mexique à ce niveau-là. Mais de la façon que moi je le vois, c'est que les cartels là-bas ne font que répondre à une demande. Donc, la clientèle là-bas veut ce genre de service-là. Puis, nous, en tant qu'hôtes, on reçoit les clients du cartel. Donc, ils n'ont aucune... Puis, on peut même leur envoyer des clients. Là. Pas qu'on le fait, mais je veux dire, nos clients vont peut-être aller leur en demander. Fait que si nos clients ont peur de venir au Mexique à cause que ça peut être dangereux, ben c'est juste les cartels qui perdent la business. Tout le monde perd la business. Fait qu'on a tout avantage, en fait, à ce que ça soit sécuritaire. Puis, le problème, c'est ça. À la limite, c'est pas les cartels, c'est que le monde font consommer de toute façon. Donc, c'est une discussion très tricky. Mais en termes de danger, moi, je me suis jamais senti en danger là-bas. La majorité des gens, en fait, 98% des gens qui sont allés m'ont toujours dit ça aussi. Il y a des attrapes touristes. Des fois, les polices vont t'arrêter juste parce que t'es blanc puis que t'as pas l'air de savoir où est-ce que tu t'en vas puis tu parles pas en espagnol. Fait qu'il y a des affaires là même, mais après ça, c'est de poser des questions à tes autres pour qu'ils te conseillent sur quoi faire dans ce temps-là puis d'avoir leur numéro de téléphone pas loin. Puis ça, c'est toutes les genres d'affaires que nous, on sait exactement avec quoi dealer. Puis souvent, on a quelqu'un sur place qui peut se rendre au poste de police puis juste
dire aux policiers, bon, c'est correct, là, t'as fait ton show, mais arrête de niaiser. Là. C'est nos clients, puis on veut qu'il y ait une belle expérience. Puis tu vas pas les avoir de même. Puis est-ce que vous aimeriez ça avoir un autre bâtiment dans un autre pays chaud comme le Costa Rica ou quelque chose comme ça? Vous allez vraiment aller au Québec? C'est quoi les prochaines destinations? Ouais. Un des gros challenges en business, c'est de contrôler son expansion, puis de savoir quand grandir et quand peut-être solidifier les opérations, puis la base de la compagnie. Donc, en ce moment, on a commencé en janvier. Fait que ça va quand même très vite. Puis on aurait pu prendre d'autres contrats, puis d'aller au Costa Rica. Déjà, on a des clients qui sont là-bas puis qui veulent qu'on aille gérer leur place. Mais je te dirais qu'en ce moment, ça va être Tulum et Charlevoix pendant le prochain peut-être 12 à 18 mois. Puis la prochaine destination qu'on risque de faire, ça va être une destination purement de plage. Donc, on pense aux îles Turquoises, on pense au Costa Rica aussi. Puis ça va être de faire les mathématiques pour voir si ça fait du sens. Mais on aimerait ça avoir un bord de l'eau, un beachfront. Parce que Tulum, c'est quand même une ville de party en général, mais une ville de plage, je sens que notre clientèle qu'on va pouvoir viser va être beaucoup plus large. Puis aussi, on se cache pas, la business dans laquelle on est, c'est une business un peu lifestyle. On veut profiter de ces propriétés-là. Puis Tulum, quand tu es rendu à 45 ans, ben ça se peut que tu n'aies plus envie d'y aller. Ou moins envie d'y aller, dépendamment des gens. Mais une destination sur le bord de la plage, on pourrait tout y aller probablement comme toute notre vie. Fait que ça, après ça, on pense à l'Europe aussi, pour la culture, tout ça. L'Italie, c'est comme une destination que tout le monde, en tout cas, je connais personne qui veut pas aller en Italie parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences ou qu'ils n'aiment pas la bouffe, genre. Ouais. Fait que l'Italie ou le Portugal, tout ça, c'est des pays qu'on regarde après pour avoir une expérience différente, puis pour pouvoir en profiter aussi, nous autres. Là. Puis est-ce qu'il y a plus d'avantages à investir à l'étranger, tu penses, en immobilier, ou c'est plus avantageux au Québec? Est-ce que le Québec vous aide parfois pour investir à l'étranger ou pas du tout? Pas du tout. Pas de l'expérience que j'ai, du moins. Là. Je pense pas qu'ils nous aident vraiment. T'sais, en tant que pays puis comme gouvernement, tu veux que l'argent reste ici aussi. Donc, à la limite, ils pourraient encourager les investissements de l'étranger, mais en même temps, ils veulent protéger l'accès à la propriété ici pour les Québécois. Donc, c'est comme... je sais pas s'il y a tant d'incitatifs que ça. L'affaire au Québec qui change, c'est que les propriétés sont finançables. Donc, ça... en gros, comme je disais un peu tout à l'heure, le prix de ton cash down au Canada, ça va être le prix de ta maison au Mexique. C'est un peu différent, mais disons, dans l'optique que c'est finançable, ça peut être un peu plus intéressant. Puis sinon, ben pour nous, vu qu'on est Québécois, c'est beaucoup plus facile d'arriver à Charlevoix puis de rencontrer les gens, puis on connaît déjà un peu leur vibe, puis les autres sont plus enclins à travailler avec nous, puis on a des normes de travail qui sont vraiment différentes des Mexicains ou de gens dans d'autres pays. Donc, dans cette optique-là, puis aussi pour des investisseurs, ça peut être très rassurant de travailler au Québec parce qu'ils savent qu'ils vont pas, justement, il y en a qui ont peur, justement, tantôt tu disais pour les cartels, pour la violence ou quoi que ce soit, mais au Québec, c'est pas des craintes qui sont là, c'est vraiment plus financier là, au Québec. Puis comment tu les trouves, tes investisseurs? Est-ce que c'est plus toi qui vas reach out ou c'est tout le temps eux qui sont venus vers toi? Au départ, c'était moi qui faisais beaucoup les démarches. Puis après, c'est souvent... j'en parle de ce que je fais aussi sur mes réseaux sociaux à moi. Les gens avec qui j'ai travaillé, les investisseurs avec qui j'ai travaillé se parlent entre eux. Puis, ou à leurs amis, puis tout ça. Puis finalement, aujourd'hui, j'ai probablement plus de gens qui me contactent pour investir. Puis en ce moment, c'est plus moi qui mets les breaks là-dessus parce que justement, on essaie de structurer notre business avant de grossir. Mais ça dépend aussi... En tant que genre personne qui va lever du financement, le moins de personnes il y a autour de la table quand on va prendre une décision importante, le plus facile c'est. Plus facile comme légalement c'est. Donc, si je peux trouver des plus gros investisseurs avec qui je m'entends bien, parce que c'est aussi très personnel comme relation, ben ça sera plus ça. Fait que peut-être qu'éventuellement, je vais juste me dire, ben là, je vais trouver un gros poisson qui va être capable de financer comme la majorité des acquisitions que je vais vouloir faire. Puis ça va être ça. Mais pour l'instant, c'est un peu de moi qui reach out, puis un peu des autres qui reach out, puis un bon mix des deux. Super. Puis pour le petit 15 minutes qui reste au podcast, je vais te poser des questions comme plus courtes un peu. Exemple, c'est quoi le plus gros défi dans la compagnie, selon toi?
Mon Dieu, il y en a beaucoup. Ouais. Je te dirais qu'en ce moment, ça a probablement été l'équipe à Tulum. Donc, d'engager là-bas, d'avoir une rétention de personnel, de savoir que le travail qu'ils vont faire, ça va être à nos standards de qualité. Puis aussi, ça, de ne pas avoir à reformer des gens à chaque 2 mois parce qu'ils ne sont pas contents. Puis tout ça. Fait que, je pense que ça a été c'est encore le plus gros challenge, vu que c'est ailleurs. Puis Ouais. même, en fait, je dis ça, mais en ce moment, c'est genre un problème mondial. Fait que non seulement là-bas, il y a une différence de valeur puis de standard de travail, mais en plus, il y a une pénurie mondiale, ou genre, du moins en Amérique du Nord, là, de travailleurs. Fait que quand on va arriver à Charlevoix, je sens qu'on va peut-être se heurter avec le même challenge, différent, là, très différent en termes de les raisons pour lesquelles c'est compliqué. Mais je pense que ça, c'est un méchant bon challenge. Ouais, ça serait probablement ça ma réponse. Maintenant, j'aimerais savoir ton plus gros fail. Genre la pire péripétie qui est arrivée. S'il y en a une. Dans la compagnie actuelle? Ouais. Ou dans ma vie, genre? Non, dans la compagnie. OK, attends. Ben, mon Dieu. Ou comme avec un client, une mauvaise C'est expérience bonne. à gérer quelque chose. Mon Dieu, c'est parce que c'est des grosses questions pour aller en rafale. Attends. Parce qu'on a eu plein de petits fails. Ouais, ça peut être un petit fail. Ouais, je pense qu'on a eu plein de petits fails. Tu veux quelque chose de concret, là? Ouais, vas-y. Ben, en gros, c'est moi qui crée la majorité de nos outils de gestion parce que c'est très dur d'avoir quelque chose de personnalisé à tes besoins. Puis, en tout cas, j'en ai pas trouvé. Puis aussi, je suis capable de les faire. Fait que, bref, je crée des outils de gestion pour nous, pour la facturation, puis tout ça. Puis à Tulum, on a beaucoup de trucs à acheter pour nos clients que nous, on va payer upfront, puis après ça, on va leur recharger avec une cote supplémentaire dessus. Donc, si l'outil ne fonctionne pas parfaitement ou si la personne qui utilise l'outil n'est pas aussi à l'aise que moi avec l'outil, ben, ça peut créer des gros problèmes. Puis en fait, un des problèmes qui revient à chaque mois, c'est qu'on a de la misère à comme... Tu sais, la majorité des transactions là-bas sont cash, puis s'il n'y a pas nécessairement de facture tout le temps, puis de reçus, puis tout ça. Fait que nous autres, pour être sûr qu'on va être correct à la fin de l'année puis qu'on ne va pas payer une tonne d'impôts, il faut qu'on aille ces reçus-là. Puis il ne faut pas qu'on les oublie. Fait que c'est arrivé dans le passé qu'on peut oublier pour comme 2000$, mettons, de transactions. Puis c'est juste... Ça peut être une ligne sur Excel qui n'a pas bien fonctionné. Ça peut être nous autres qui l'a oublié ou qu'on l'a mis... On pensait l'avoir mis puis on ne l'avait pas mis ou on l'a mis 2 fois, whatever. Fait que l'outil de gestion est encore à travailler. Puis en fait, récemment, on vient de pouvoir se concentrer sur ce projet-là. Mon partner puis moi, comme à 100%. Ça, c'est aussi une autre des différences qu'il y a dans les derniers mois. On avait comme plein de projets autres parce qu'on ne pensait pas nécessairement que ça allait être une business, cette affaire-là. Ouais. Donc ouais, ça peut être c'est encore un challenge, puis un défi, puis c'est encore un peu un fail, je dirais. On l'améliore, puis c'est beaucoup sur mes épaules, puis je travaille là-dessus demain soir, vendredi soir, là, ça va être bien le fun. Parfait. Puis pour être plus côté positif, ça serait quoi ton plus gros accomplissement? Qu'est-ce que tu es le plus fier de toi avec cette compagnie-là? En fait, je pense que ma plus grande fierté, c'est que mon partenaire Alex, il est revenu du Club Med. Il avait travaillé 6 ans au Club Med. Puis là, Club Med égal, c'est la fête à tous les jours. Il travaille vraiment fort. Il travaille de, je pense, 8 le matin à minuit le soir à tous les jours. Incluant, genre, il faut qu'il passe beaucoup de temps avec les clients, il faut qu'il boive beaucoup. Puis le monde sont en vacances. Fait que des fois, il se passe des affaires drôles aussi là-bas. Fait que Alex revient de 6 ans là-bas avec un genre de vision de la vie complètement bizarre, genre. Complètement différente de la mienne, puis de la majorité de la société. Il revient ici, il arrive ici en pandémie, puis tu as été 6 ans à l'étranger, c'est sûr que tu as plus... Ton cercle d'amis, disons, à Montréal, il ne s'est pas développé autant qu'une autre personne qui serait restée ici. Donc, il arrive ici, puis il y a un méga down de comme, mon Dieu, la réalité frappe, disons. Puis, je pense vraiment qu'on a réussi à donner à Alex une mission de vie, genre, puis un projet de vie que je vois pas quand est-ce que lui ou moi, on va vouloir sortir de là.
Puis je pense que ça lui fait vraiment du bien d'avoir ce projet-là. Puis ça, moi, je suis vraiment fier personnellement que ça allait fonctionner. Puis je pense que en ce moment, clairement, lui est très, très fier de ce qu'il fait. Puis je pense que c'est quelque chose qui peut avoir changé sa vie. Puis probablement la mienne aussi, là, mais c'est plus facile de parler pour lui. Là. J'adore. Ça serait quoi ton plus gros rêve avec cette compagnie-là? En fait, le rêve en fait, mon but, c'est un peu... Ça va sonner super cliché, là, mais c'est de comme pas avoir à travailler pour vivre. Donc, c'est ça. C'est une business super lifestyle qu'on fait. Je veux lever du financement pour acheter des blocs, mais pas pour la compagnie opérante, disons. Donc, on va avoir des revenus dans la compagnie, on va avoir des revenus en tant que propriétaire des blocs, puis ultimement, ça devrait être quand même intéressant. Du moins, le côté propriétaire de blocs, à un moment donné, ça va prendre plus de temps, mais ça va devenir quand même important. Puis, c'est du revenu passif. Donc, le but, c'est que, on va mettre ça en place. Premièrement, c'est de créer des jobs de rêve pour tous les partenaires de Loco Luxury. Fait que on risque d'être 4 partenaires à terme. Puis, j'aimerais ça que ces gens-là aient leur job de rêve dans Loco Luxury. Donc, puis qu'ils soient partenaires en plus. Donc, j'ai pas besoin jamais de me demander s'ils vont mettre l'effort au travail. Puis si éventuellement... Mais en fait, il y a comme plein de volets, là, mais c'est genre, je crée des jobs de rêve, on a du revenu passif important, on peut voyager dans toutes ces propriétés-là qu'on n'aurait jamais même pu... On n'aurait peut-être même pas pu se les payer en tant que client. Là, ça va être chez nous, puis on va pouvoir aller vivre les meilleures expériences dans ces pays-là comme des locaux, genre. Fait que il y a comme la flexibilité de voyager chez nous, partout dans le monde, la job de rêve, puis le salaire passif ou les revenus passifs que ça va générer. Fait que c'est comme... Puis, tu disais tantôt que Tulum, c'est quand même une destination à party un peu. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'ils brisent des choses dans la maison? Puis si ça arrive, c'est qui est responsable de ça? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'investisseur? Est-ce que c'est Airbnb qui vous aide? Comment ça fonctionne? Donc, si c'est les clients qui brisent des trucs qu'ils ne devraient pas briser, ça va être le client qui va nous payer ou Airbnb. Fait que si le client refuse de payer, il va avoir genre une coche à son dossier, une note à son dossier Airbnb, puis Airbnb va couvrir avec leurs assurances ou avec leur argent. Je sais pas trop ça vient d'où. Mais des fois, il y a juste l'usure normale qui peut se passer, puis ça va être nous autres qui va payer. Puis à la fin, s'il manque 3 fourchettes, ça se peut qu'on n'envoie pas un bill au client. Là. Fait il y a comme des dépenses normales qu'on va devoir assumer, mais en général... L'autre fois, il y a une fille qui a pété un miroir. C'est elle qui l'a payé. OK. Puis pour finir, ça serait quoi ton meilleur conseil pour quelqu'un qui voudrait justement faire de l'immobilier à l'étranger à court terme? Mon Dieu. Un seul conseil? Ou 2 ou 3, là, lâche-toi là. Le premier conseil, c'est d'aller là-bas. De ne pas faire ça à distance. C'est à moins d'avoir une méga relation de confiance avec quelqu'un qui est là-bas. Fait que ça serait d'aller le vivre en premier. Puis je pense que le plus gros conseil que je pourrais donner à n'importe qui dans n'importe quel projet un peu de rêve qu'ils peuvent avoir, c'est juste de foncer puis de le faire. Là. Enfin, tu vas jamais apprendre autant que si tu le fais. Genre, tu vas jamais pouvoir lire puis apprendre en lisant autant que si tu le faisais pour vrai, parce qu'il y a plein d'affaires qui sont jamais dans les livres. Puis c'est ça. Fait, mais ça revient à l'entrepreneuriat, puis ça revient à tout. Là, juste lance-toi, puis fais-le. Puis après ça, au pire, si ça marche pas, mais tu vas pouvoir dire « j'ai appris, puis j'ai essayé quelque chose, puis j'ai vécu quelque chose ». Alors que si tu ne l'essayes pas bien, tu ne sauras jamais, puis c'est ça. Super. Merci beaucoup d'être venu au podcast, c'était super intéressant. Ça me fait plaisir. Puis si quelqu'un aimerait ça aller en voyage, c'est quoi la meilleure façon de vous rejoindre sur Instagram? Instagram, en ce moment, c'est peut-être la meilleure façon. C'est quoi votre handle? Loco Luxury, donc LOCOLUXURY. Parfait. Puis moi, comme d'habitude, Clem va écrire les handles Génération Startup avec accent sur YouTube, sans accent sur TikTok, puis Génération Startup.podcast sur Instagram. Fait que c'est ça. Merci, puis à la semaine prochaine.